Île de Ré, août 2003. Température de l'eau, 19,2 degrés. Le téléphone de Marc sonne. Au bout du fil, son gestionnaire de fonds. Bonjour, on a un problème. La banque demande une couverture de vos crédits sous 8 jours. Marc raccroche. L'arrivée de Jean-René Fourtou à Vivendi lui porte un coup fatal. Le coup de fil qu'il vient de recevoir n'est qu'une confirmation. Il a tout perdu. La maison d'Arcenré, l'appartement à Malakoff et sûrement Mythique. Une fois la stupeur passée, Marc se tourne vers sa femme, Laurence, pour lui annoncer la nouvelle. Sans surprise, elle relève la tête vers lui. Ça fait 1 mois qu'elle le voit visser devant le cours de bourse à la télé. « Marc, répond-elle encore sous le choc, tant que ça va bien entre nous et que les enfants vont bien, le reste, ça n'a aucune importance. » Le son de cloche, du côté de son ami et partenaire des débuts, n'est pas tout à fait le même. « Mais t'es con, faut jamais faire ça, t'en as pour combien ?»« Parle plus fort, Marc, j'entends pas. » À l'autre bout du fil, Marc balbutie. 7 ou 8 millions d'euros. L'ancien directeur général d'Ifrance, Thierry de Passemard, ne sourcille pas devant le chiffre. « Écoute Marc, j'ai le pognon sur mon compte. Je me porte garant pour toi, tu peux rassurer ton banquier. » « Merci Thierry, je ne saurais jamais comment te remercier. Pour le reste, j'ai confiance en Mythique, ça va marcher. » Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Marc Simoncini, fondateur d'un des premiers hébergeurs de sites en France et surtout créateur de Mythique, le site qui démocratise la rencontre virtuelle en ligne. L'homme qui, depuis ses débuts, se débat dans les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Ce podcast est librement inspiré par le livre de Marc Simoncini, Une vie choisie, aux éditions Grasset et Fasquelle. Bienvenue sur L'Apprenti. L'Apprenti, c'est quoi ? C'est le podcast où je vous raconte des histoires d'entrepreneurs et d'entreprises qui nous inspirent, qui vous inspirent. Ces histoires, c'est moi qui vous les raconte, simplement, sans phare, avec tous les détails. Rien ne vous échappera. Je m'appelle Laurent Brohat, je suis moi-même entrepreneur, j'ai créé et revendu ma boîte en 10 ans. Et c'est toute une histoire. Marc Simoncini commence sa vie à Marseille, sous le signe de la bonne mère. La sienne, institutrice, s'est arrêtée de travailler pour élever ses 3 enfants. Son père, ingénieur en télécom, emmène sa famille à travers la France en fonction de ses mutations. Si pour Marc, la vie marseillaise est une aubaine de liberté et de foot, l'école s'avère d'emblée plus compliquée. Et c'est un euphémisme. Inadapté, il obtient son bac à l'oral sur un coup de chance. « Il vous faut combien pour avoir le bac ?» lui demande l'examinateur, visiblement pris d'une envie pressante. « 10, lui répond Marc, aussi interloqué par la question que par l'équation qu'il a devant les yeux. L'instant d'après, Marc sort avec le bac en poche. Encore ahuri, il jette un regard interrogatif à son examinateur pour comprendre. « France-Angleterre commence dans un quart d'heure, je ne peux pas rater ça. » Le bac ne résout pas le problème de Marc. Que faire de sa vie ? Il enchaîne alors les petits boulots, BTP, magasinier et pour finir, bûcheron aux États-Unis. Comme souvent chez Marc, il se retrouve propulsé dans ce nouveau poste sur un coup de tête. Convoqué par son banquier, soucieux de recadrer ce jeune homme, Marc improvise. Pour combler son découvert, il part travailler aux États-Unis. Une fois sorti de l'agence, il se débrouille à l'aide de sa marraine pour partir à Los Angeles et se dégote ce boulot de bûcheron. De cette époque de petits boulots, Marc garde une humilité, un goût et un respect de tous les travailleurs qui ne le quittera jamais. De retour en France, la vie de bûcheron étant plus semée d'embûches que prévu, il reprend des études. Contre toute attente. Il intègre d'ailleurs une école informatique. Et là, c'est le miracle. ZX81, Oryx, Spectrum, Commodore 64 deviennent ses meilleurs amis. Alors tout ça, c'est des noms d'ordinateurs des années 80, évidemment. À l'issue de ses études, il doit trouver un stage qu'il obtient grâce à son père dans la télématique. Et là, pour Marc, c'est la révélation. Ces 15 types penchés sur des écrans dans un nuage de fumée, c'est la liberté. Payer donc 9 000 francs par mois pour faire un job qui lui plaît, c'est la vie que Marc choisit. Jusqu'au jour où
Edmond, son boss, lui montre un tableur avec les chiffres, les résultats, le bilan de son entreprise. Toutes ses journées sont résumées dans un tableau sur un écran. La vie professionnelle de Marc prend alors un nouveau sens. Il sera chef d'entreprise. Marc possède 3 talents. Le sens de l'opportunité, celui des rencontres et une capacité à annoncer des choses qui n'existent pas encore. Ainsi, en juillet 1985, à Dijon, Bourgogne, le voilà en terrasse à discuter business avec le père d'un copain après une partie de tennis. « Qu'est-ce que tu fais, toi ?»« Je monte une boîte, » répond Marc au dos mouillé. Relance du père. « Ah oui, et dans quel domaine ?» Et Marc d'expliquer son projet dans la télématique. Le business online qui s'ouvre à eux, les petites annonces sur le Minitel. Bref, le futur est un Eldorado. Enthousiasme du père du copain qui surenchérit. « Je comprends rien à ton truc, mais ça a l'air super. Allez, j'investis avec toi, si tu veux. C'est quoi ? Une SA ou une SARL ?» Et Marc, pris au dépourvu de lui annoncer une SA, une société anonyme. Alors, une société anonyme, à l'époque, pour la créer, il faut 50 000 francs. Mais ce qui est dit, et Marc part à la recherche de capitaux. Il appelle alors son père, lui explique son idée. En face, ce dernier écoute, puis contre toute attente, se lance dans un long monologue. « Tu sais, Marc, je suis parti de rien. Mes parents étaient si pauvres que pendant la guerre, ils ne pouvaient plus me nourrir. S'il n'y avait pas eu ce curé de Saint-André-des-Alpes pour me repérer et m'obtenir une bourse pour continuer mes études, je ne serais pas ici. J'ai dû tout quitter pour avancer dans la vie. » Marc voit les larmes dans les yeux de son père. Malgré la scolarité catastrophique de son fils, malgré les attentes si souvent déçues, son père lui prête 20 000 francs. Malgré tout. Marc peut alors lancer sa boîte avec son premier actionnaire. Il va falloir trouver des clients. Ça tombe bien, le journal local, le bien public, veut son 3615 sur le Minitel. Marc répond à l'appel d'offres et le gagne. Un marché d'1 million de francs à la clé. Le Graal ? Non, plutôt une nouvelle difficulté. Il a besoin, pour répondre à cet appel d'offres, d'un serveur de 300 000 francs pour tenir ses engagements. Le Crédit Lyonnais et son pouvoir de dire oui avancent l'argent. À côté de ça, il sait qu'il a besoin d'un directeur technique. Il trouve en François, le fils du directeur de la fac d'informatique de l'époque, la recrue idéale. 3615 bien public explose, et avec lui encore d'autres services et clients. Il embauche alors à tour de bras. La communication télématique Bourgogne, donc CTB, compte bientôt 10 salariés. Jusqu'au jour où un client ne paye pas sa facture de 1 million de francs suisses. Cette facture, il faut bien le dire, marque la fin de la CTB. Il revend alors sa voiture pour payer les salaires et la société est liquidée. Le voilà donc à Paris, avec à peine de quoi se payer un loyer. Il a bien encore 20 000 francs, mais ceux-là, il les consacre à la création d'une nouvelle entreprise. Option Innovation. Pour cette nouvelle boîte, Marc emmène François avec lui. Impossible de se priver de ce petit génie qui, à 10 ans, bricolait des cartes électroniques dans sa chambre. Leur nouveau concept ? Transformer le Minitel en ordinateur. Et pour ce faire, il suffit de rajouter un boîtier pour le rendre intelligent. Et en 3 mois, notre François a développé un OS, Operating System, c'est un peu comme le Windows sur votre ordinateur ou bien sur votre Mac. Et donc, pendant que François a développé un OS, Marc, lui, commercialise la solution. Le problème, c'est qu'en attendant, il faut bien vivre. Les deux hommes reprennent donc leur métier d'hébergeur. Et ça tombe bien, l'un des plus gros services du Minitel cherche un nouvel hébergeur. Et donc, Marc s'associe avec Francis Imbard, le propriétaire de 3615 Gay. G-A-Y, au cas où vous ne l'auriez pas deviné. Alors, ouvrons ici une petite parenthèse sur cet homme, Francis Imbard, au bagout aussi coloré que sa trajectoire est déjantée. Francis, c'est l'homme qui va vivre avec un redressement fiscal de 50 millions de francs et surtout mourir avec une balle de calibre 11,43 dans la tête. Marc va tout vivre avec ce nouvel associé.
Les rendez-vous ubuesques à la banque où Francis détaille avec gourmandise son business gay, la porte du bureau défoncée par un ancien légionnaire prêt à décapiter son associé, ou bien le leasing frauduleux pour financer une Aston Martin. Comme Marc le dessine dans sa biographie Une vie, Francis, c'est un peu comme un Bernard Tapie, mais au cube. Non pas au carré, mais au cube. En attendant, tout va bien pour Option Innovation. Enfin, en attendant que tout aille mal. Du jour au lendemain, Marc se retrouve avec un procès sur le dos. Toujours un peu borderline, il a dépassé la frontière de l'acceptable pour l'un de ses plus gros clients. Le client, avisé, ne veut pas le ruiner, juste récupérer son business. Et voilà donc Marc, contraint de négocier le rachat de son business pour 1 euro symbolique. Le protocole d'accord précise d'ailleurs que Marc ne pourra plus monter de site de rencontre sur Minitel ni Internet. Internet ? Personne autour de la table de négociation ne comprend vraiment ce que c'est en cette matinée de janvier 1997. Petit rappel, Marc non plus d'ailleurs, mais d'instinct et sûrement par souci de conservation, il demande est-ce qu'on peut enlever Internet du champ de non-concurrence ? Bien lui en a pris. En face, tout content de sa bonne affaire, le pape du Minitel acquiesce dans un éclat de rire. Il ne reste rien à Marc. Alors si, une société sans contrat ni client. Alors, autre chose, François, son directeur technique, reste aussi. Un peu par pitié. Seul réconfort, sa femme. Même si on vivait dans une caravane, je resterai avec toi. Enfin, mais même dans une caravane, il faut des idées à Marc pour vivre. Des idées qu'il n'a plus, assis en larmes dans son bureau. Malgré tout, Marc se démène. Enfin, il lance plutôt des perches. L'une d'elles, d'ailleurs, accroche une petite annonce qu'il a mise sur Minitel. C'est un peu l'ironie du sort. La petite annonce stipule qu'il a un projet de site internet et qu'il cherche un investisseur. Et ce jour-là, il rencontre celui qui deviendra son partenaire, son ami, Thierry de Passemard. Je suis connecté sur Internet et puis j'ai rencontré un garçon qui galérait tout seul, qui s'appelle Marc Simoncini, qui me dit j'aimerais bien monter un portail avec des emails gratuits, avec des sites perso et tout. Et je lui dis déjeunons ensemble. Je rencontre Marc, on déjeune ensemble et il me donne rendez-vous au bistrot en face du centre de formation UBM. J'avais commencé. Je sais pas, j'ai perçu ça comme un signe. Thierry vient de revendre sa boîte. Il a donc de l'argent et veut se lancer dans Internet, dans les internets. Effectivement, j'ai un projet Internet quasiment prêt. Si vous me laissez quelques jours, je vous le présente avec plaisir. Marc vient de se donner 10 jours pour comprendre ce qu'est Internet et surtout construire un projet. Et le jour dit, voici donc Marc qui présente à Thierry un business révolutionnaire. Ils vont construire e-France, un média sur Internet, et monétiser cette audience avec de la publicité. Thierry part avec lui et prend 50%. Normal, puisqu'il apporte l'argent avec lui. Très vite, le succès est au rendez-vous. Internet grossit et l'audience d'e-France avec. Les recrutements s'enchaînent. Ingénieurs, graphistes et même un commercial. À la fin des années 98, superbe année pour la France d'ailleurs, e-France fait partie du top 15 des sites les plus visités en France. Fortune. e-France, c'était des sites, les blogs. C'est comme si tu disais aujourd'hui des blogs. Les gens, ils venaient, mettaient des sites perso sur Le Point de Croix, Jean Ferrat ou la Boxe Taille. Ils mettaient des pages, les gens venaient visiter les sites. Puis moi, je mettais des bannières de pub pour rembourser l'hébergement. Franchement, c'était pas compliqué, mais c'était énorme en termes de trafic. Internet grossit donc, comme une bulle de savon, sous les yeux béats des investisseurs. Marc et Thierry veulent grandir eux aussi. Et voilà donc les deux hommes à la recherche d'investisseurs. Le carnet d'adresses de Thierry permet d'ailleurs d'enchaîner les rendez-vous. Les deux hommes cherchent la bagatelle de 20 millions d'euros. La bulle de savon continue de grossir. Rendez-vous est pris chez V-Ventures, le fonds dirigé par Jean-Marie Messier, le patron des années 2000 par excellence. Marc pitch son entreprise. Tout ce qui le fait se lever le matin, sa raison de vivre. En face, le financier n'écoute même pas. Il parcourt rapidement le PowerPoint qu'on lui a fourni, puis fait littéralement autre chose. Je crois que vous et moi, ça va pas être possible. Finit par sortir excédé par l'attitude de son interlocuteur, Marc. Pourquoi ? Si, nous sommes intéressés, répond son interlocuteur étonné.
plus habitué au bruit feutré des mocassins Weston sur la moquette épaisse qu'aux sorties d'un CEO à fleur de peau. Finalement, Vivendi investit 20 millions d'euros et valorise la boîte à 40 millions d'euros. La suite ? La bulle de savon continue de grossir et la complémentarité entre Marc et Thierry de grandir. Multimania, d'ailleurs, qui est à l'époque le concurrent direct d'e-France, vient d'être valorisé en bourse à 3 milliards de dollars. Évidemment, c'est une excellente nouvelle pour e-France. Trouve-nous une idée pour lever beaucoup, mais beaucoup d'argent. Surenchait donc Thierry à Marc. La valse des investisseurs commence. Poliment, il demande à Marc ses disponibilités pour un rendez-vous. Le rapport de force est inversé d'ailleurs. À tel point que les deux compères refusent une première offre de rachat à 100 millions de francs. Quelques mois plus tard, tout bascule. Liberty Surf leur propose 1,4 milliard de francs. Alors Liberty Surf, c'était un fournisseur d'Internet de l'époque. La bulle de savon grossit encore. Et c'est Vivendi qui l'attrape en rachetant e-France pour 182 millions d'euros, dont 50% en cash. Marc garde son poste. Il s'ensuit d'ailleurs pour lui 12 mois de blues. L'ennui l'envahit. Son caractère n'est pas fait pour les process des grands groupes. Finalement, fin 2001, Marc démissionne. La mort dans l'âme, il ne sait plus quoi faire. Et ce n'est pas la phrase du journaliste de Libération dans son article du jour qui va le réconforter. Simoncini recréera peut-être une nouvelle entreprise, mais elle ne vaudra sans doute jamais 182 millions d'euros. Décembre 2001, 2h41 du matin. Allongé, Marc regarde le plafond. Il cherche une réponse dans les ombres de la nuit. D'ailleurs, il vient de dîner avec 3 potes célibataires, malheureux en amour. Impossible d'ailleurs à leur âge de faire facilement de nouvelles rencontres. Marc retourne le problème dans sa tête. Une voiture passe dans la rue, la lumière des phares projette brutalement comme des gouttes de lumière au plafond. Une boule à facettes, se dit Marc. La voilà l'idée. Créer un lieu où filles et garçons pourraient se rencontrer de manière conviviale. En quelque sorte, une boîte de nuit virtuelle. Dès le matin, sur son balcon, il ébauche le brouillon de son site de rencontre. Il sera hype et sécurisé pour les utilisateurs et utilisatrices et surtout payant. Le développement commence. Il est compliqué et demande beaucoup d'argent au vu des exigences de Marc. Qu'importe. Qui se sent revivre. Avril 2001. Le lancement de Mythique est filmé sur France 2. Premier inscrit, un beau gosse monté sur un chameau. En attendant, l'argent file à toute vitesse et il est temps de lancer le modèle payant. Et c'est donc un système de Crediz qui est lancé. Crediz, K-R-E-D-I-Z. Concrètement, certaines fonctionnalités sont accessibles contre des Crediz que l'on peut gagner en effectuant certaines actions ou plus simplement en payant. Et ça marche. Étape suivante, trouver des investisseurs pour se développer. Sans difficulté, il fait appel à ses amis. Tous ses compagnons répondent à l'appel. Arène, Philippe, Thierry, Patrick, Jean-David. Au final, Mythique lève 3,8 millions d'euros et Marc garde 70% des parts. La presse s'empare du phénomène Mythique. Tout va bien. D'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait se passer mal pour Marc ? Les pieds dans l'eau dans sa maison de l'île de Ré, cet été 2003. Alors, il est vrai que l'action Vivendi n'est pas au mieux. Elle ne fait que chuter depuis 2000. 120 €, puis 60, puis 30, puis 20. Marc part courir dans les marais salants. Quand il revient, Jean-René Fourtou vient juste d'annoncer les résultats de Vivendi. L'action Vivendi affiche 8,92 €. Marc a couvert ses emprunts avec ses actions Vivendi, acquises lors de la cession. Il est désormais ruiné, endetté pour 1000 ans. Une fois la stupeur passée, la nouvelle annoncée à sa femme, il appelle Thierry. Surpris par la faillite de Marc, il l'engueule. Une fois le coup de colère passé, il le couvre. Thierry a des valeurs, l'amitié en fait partie. Loi de Murphy aidant, quelques semaines plus tard, Marc reçoit un nouveau contrôle fiscal. Le vrai.
selon son avocate fiscaliste. Vrai ou pas d'ailleurs, Mark n'est finalement pas redressé. Il se retrouve fin 2003 sans redressement, ses dettes couvertes par Thierry et surtout à la tête de ce qui commence à ressembler à une licorne, Mythic. Alors Mythic explose. Croissance, recrutement à tout va. Pour Mark, hors de question de gérer ça tout seul. Il ne sait pas faire d'ailleurs. C'est Sandrine, l'ancienne directrice financière de e-France, qui s'y colle. Et puis, il faut des financements. Mythic se retrouve à devoir aller chercher de l'argent frais à l'extérieur. La mariée est belle, et c'est d'abord Insight, un fonds américain qui veut investir. Mais le leader mondial du dating, Match.com, a eu vent de l'affaire. Si Mythic est financé, il aura les moyens de conquérir l'Europe. Et ça, hors de question. Alors, Match.com se met sur les rangs pour investir dans son concurrent. Le timing aidant, voilà que le patron de Yahoo à Paris, à ce moment-là, remarque Mythic et se déclare aussi intéressé. Au final, Mark donne rendez-vous à Yahoo et Match.com à Londres dans le même restaurant. Évidemment, pas la même heure. Enfin si, il s'est emmêlé les fuseaux horaires. Je suis avec Yahoo et là, qui je vois arriver? Le mec de Match. J'avais merdé dans l'heure de plus, l'heure de moins entre les deux rendez-vous et j'avais donné rendez-vous à la même heure aux deux acheteurs. Et quand tu vois ça, tu le vis comment? Je me suis dit, c'est pas mal parce que finalement les deux savent que je discute avec les deux. J'aurais dû le faire exprès, c'était encore plus brillant, mais je pourrais raconter ça, je pourrais dire j'ai été génial, j'ai fait ça. Non, en fait, c'est une erreur. À ce moment-là, Yahoo et Match se retrouvent face à face, de quoi faire grimper les enchères. Mais que ce soit l'un ou l'autre, avec de tels financeurs, Mark aura les mains liées. Au dernier moment, c'est au tour des AGF, la compagnie d'assurance, de courtiser la mariée. Même montant que les deux Américains, mais des clauses beaucoup moins restrictives. Sauf que lors de la réunion de présentation, le DG d'AGF, Tic, a l'idée d'investir dans ce qui s'apparente presque pour lui à un site d'escorte. Mark emporte pourtant le morceau en une phrase. « Monsieur, savez-vous quel est le site le plus consulté par vos salariés après celui d'AGF ? C'est Mythic. » 2 jours plus tard, le deal est signé et Mark a enfin les mains libres. Mythic continue de grossir. Fini donc les crédits et bienvenue aux abonnements. Quoi de mieux que du récurrent pour assurer la rentabilité? Mythic, on peut bien le dire, est devenu mythique. Et ça s'entend même à la radio. Quand c'est le patron, j'aime bien qu'on dise que 6% des mariages en France, c'est Mythic qui les a fait depuis les 5 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a aussi 1 million de personnes qui vivent en couple grâce à Mythic ou 100 000 bébés. Donc voilà, ça c'est ce qui nous aide à nous lever le matin. Pour Mark, il est temps d'envahir l'Europe. Un nouveau projet, un nouveau défi. Avec des investisseurs, il aura les mains liées. Et il le sait, alors il change de stratégie. Sandrine, sa directrice administrative et financière, sort de son bain de boue à la Thalasso de Carnac. « On va mettre Mythic en bourse », lui dit Mark au téléphone. D'une main stressée, elle étreint le pan de son peignoir. « Mark, l'année prochaine ? » ?»« Non, après l'été », répond Mark. Le 13 octobre 2006, Mythic entre en bourse. D'emblée, l'action prend 10%. Avec moins de 100 salariés, Mythic est valorisé à 350 millions d'euros. C'est donc parti pour la conquête de l'Europe. Pour ce faire, Mark veut procéder en rachetant ses concurrents déjà présents sur le marché. Alors, il a une vision assez large de l'Europe, vous allez bien l'entendre. Son premier achat ? Un groupe de dating en Chine, aux grandes dames des marchés, qui ne comprennent pas vraiment cette stratégie européenne. Pour Mark d'ailleurs, les marchés émergents sont un levier puissant. Donc en même temps, il implante ses équipes en Allemagne, Angleterre, Danemark. L'idée ? Implanter Mythic sur place pour fragiliser ses concurrents et les racheter à moindre prix. D'ailleurs, parlant de ça, Mark est en guerre et tous les moyens sont bons pour détrôner le leader mondial, Match.com. Sa stratégie ? Pousser Match.com à lui revendre à un prix correct ses activités en Europe. Et pour ce faire, il doit avoir un levier pour inverser le rapport de force dans les négociations. Et ce levier, ce sera Dating Direct, le leader de la rencontre en Grande-Bretagne. Mark négocie une offre de rachat auprès d'eux juste avant de rencontrer Match.com. Et là, lors de la rencontre, la surprise est totale pour les Américains, qui eux aussi d'ailleurs
voulait racheter Dating Direct. Aucun accord n'en sort et la guerre reprend de plus belle à coups de dollars à l'appel. 2009, New York. Nouvelle réunion en vue d'un accord entre Mythic et Match. Victor, en charge de la négo pour Match, propose « Ok, nous sommes prêts à vous céder Match en Europe, mais nous voulons 65% de Mythic en échange. » Marc replie son portable et se lève. Le deal est encore capoté. Mais au moment de sortir, il tombe nez à nez avec Barry, le patron de Match et ancien de Vivendi. La négo reprend. Un accord est trouvé et le 19 février 2009, Mythic rachète les activités de Match en Europe. La suite est connue. Marc cède en 2011 70% de ses actions à Match.com. Il a terminé ce qu'il avait à faire. Avec 400 millions en poche, Marc peut s'estimer heureux. Sauf que l'estime de soi n'a jamais été la tasse de thé de l'entrepreneur. Son mantra ? Fuir la dépression dans l'action. « 5 septembre 2012. Marc, au fond du trou, annonce à sa femme et ses enfants « Vous n'avez plus besoin de moi, je vais partir. » Au moment où il le dit, il prend conscience de la violence du propos. Le lendemain, il est dans le cabinet d'un psychologue pour se faire aider. Aujourd'hui, Marc est comme une entreprise, à l'équilibre. Alors la réponse est que oui, je suis très heureux. Maintenant, ça a été long parce que je suis assez âgé pour avoir compris ma définition du bonheur, et chacun a la sienne, mais je suis heureux parce que je fais plein de choses. Et je fais que des choses qui me plaisent. Déjà, je finance des boîtes qui, pour moi, ont du sens. Après, Marc a compris que pour prévenir la dépression, il doit rester en activité. C'est pourquoi d'ailleurs il lance Jaina Capital avant même de partir de Mythic. Au fil des années qui suivent, il complète ses besoins vitaux en redevenant entrepreneur, lunettes, vélo électrique, dameuse et même producteur de cinéma. Il ne travaille qu'une semaine sur 2, la deuxième semaine étant consacrée à sa vie personnelle et à sa famille. D'ailleurs, si vous demandez à Marc ce qu'il a le plus réussi dans sa vie, il vous répondra « ses enfants » et le fait de rentrer tous les soirs, depuis 15 ans, à l'heure pour dîner en famille. Et ça, c'est une autre histoire. Merci. Merci d'avoir écouté l'apprenti et je vous le redis, car ce podcast, ce sont des heures de travail et votre écoute est très précieuse pour moi. Je ne pourrais continuer ce travail de fond sans votre aide. Si vous pouvez laisser un commentaire ou même 5 étoiles, je vous en serai très reconnaissant. Pour connaître les coulisses et notamment les infos que je ne peux pas toujours vous donner, abonnez-vous à ma lettre sur l'apprenti.fr. Vous retrouverez toutes les nombreuses sources qui ont permis de construire cette histoire. Merci enfin à Thibaut et Alexandre pour leur travail formidable, leur travail de fond. Et je vous dis rendez-vous pour un prochain épisode.